Le silence. Au-delà de l'atmosphère de notre planète, il n'y a absolument rien. Pointez un télescope vers l'étoile la plus proche et vous n'entendrez pas le bourdonnement d'un moteur à distorsion. Vous ne capterez pas une émission radio égarée de nouvelles extraterrestres. Vous ne verrez pas les lumières d'une autoroute galactique. Pas de voiture, pas de réveil, pas de voix, juste du statique. Votre cerveau interprète cette absence de bruit comme de la sécurité. Cela semble paisible. Vous supposez que s'il n'y a pas de son, alors il n'y a personne là-bas pour nous menacer. Cela ressemble à une pièce vide, et les pièces vides sont sûres. Mais ce sentiment est un biais psychologique, pas un fait physique. Posez-vous la question, le silence est-il vraiment synonyme de sécurité? Sur Terre, quand une jungle devient complètement silencieuse, vous ne vous détendez pas. Vous vous figez. Vous savez que les oiseaux et les insectes ont cessé de chanter pour une raison. Ils se cachent. Le silence n'est pas la paix. C'est un système d'alarme biologique. Il signale que les règles de l'environnement ont basculé de vivre à survivre. Alors pourquoi regardons-nous l'univers et supposons-nous que le silence signifie que nous sommes seuls? La galaxie a des milliards d'années. Elle contient des milliards de planètes habitables. Selon toutes les lois de la probabilité et de la thermodynamique, le ciel devrait bourdonner de commerce, d'expansion, d'empire. Il devrait être assourdissant. Le fait qu'il soit mortellement silencieux implique que quelque chose étouffe le son, ou pire, que quelque chose élimine la source du son entièrement. Nous sommes l'anomalie. Nous sommes les seuls à faire du bruit dans une pièce où tous les autres sont soit morts, soit cachés, soit enfermés. Ce soir, nous allons confronter la mécanique derrière ce silence. Nous n'allons pas simplement chercher des chasseurs. Nous allons examiner les murs mathématiques qui se referment sur nous à la vitesse de la lumière. Nous analyserons les lois thermodynamiques qui forcent les dieux à dormir. Nous étudierons la prison cosmique qui s'étend plus vite que nous ne pouvons nous échapper. Et finalement, nous remettrons en question le code de la réalité elle-même. Le ciel est silencieux pour une raison, et ce n'est pas parce qu'il est vide. C'est parce que le piège fonctionne. Si cette descente dans les profondeurs du paradoxe de Fermi vous fascine, un pouce en l'air et un abonnement nous permettent de continuer à explorer ces territoires interdits. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dans un univers peut-être vide, au moins ici on peut penser ensemble. Regardons les chiffres. Commençons par la solution la plus agressive au paradoxe. Elle avait été proposée en 2021 par l'économiste et futuriste Robin Hanson, et elle change fondamentalement la façon dont nous devons considérer la vie extraterrestre. D'habitude, quand nous pensons aux extraterrestres, nous projetons nos propres valeurs humaines sur eux. Nous imaginons des explorateurs curieux, des diplomates sages, ou peut-être des scientifiques venus nous étudier. Nous supposons qu'une civilisation peut choisir d'être ce qu'elle veut. Mais le modèle de Hanson dépouille cet optimisme sociologique et examine les civilisations à travers le prisme froid et dur de la sélection statistique. Le modèle repose sur une logique évolutive simple et brutale. Il affirme que sur une chronologie de milliards d'années, le comportement des civilisations n'est pas déterminé par leur culture ou leur moralité. Il est déterminé par leur stratégie de survie. Hanson divise toutes les civilisations potentielles en deux catégories strictes. La première catégorie est celle des silencieuses. Ce sont des civilisations qui restent sur leur planète d'origine. Peut-être qu'elles atteignent une utopie durable parfaite. Peut-être que ce sont des philosophes qui perdent tout intérêt pour le monde physique. Ou peut-être qu'elles téléchargent leurs esprits dans un paradis virtuel et cessent de se soucier des étoiles. Mais voici le problème avec le fait d'être silencieux. Si vous restez sur une seule planète, vous êtes fragile. Tôt ou tard, un astéroïde frappe, votre étoile éructe. Un supervolcan entre en éruption. Les civilisations silencieuses, par définition, ont un taux d'extinction élevé. Dans le grand échantillon statistique de l'univers, elles sont des fantômes.
Elles apparaissent, ne s'étendent pas et disparaissent sans laisser de traces. La deuxième catégorie est celle des avides. Ces civilisations sont différentes. Elles sont définies par un trait spécifique, l'expansion. Elles modifient leur environnement. Elles envoient des sondes vers les étoiles voisines. Elles colonisent. Et une fois qu'elles commencent, elles ne s'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce que l'expansion est un mécanisme de survie. Si vous occupez 2 systèmes stellaires, vous êtes 2 fois plus difficile à tuer qu'une civilisation qui n'en occupe qu'un seul. Si vous en occupez 1000, vous êtes effectivement immortel. Cela crée une pression de sélection. Avec le temps, l'univers se remplit inévitablement de civilisations avides, simplement parce que ce sont celles qui ne meurent pas. Elles sont comme un feu dans une forêt sèche. Le feu ne déteste pas les arbres. Il ne négocie pas avec l'écorce. Il convertit simplement les ressources disponibles, matière et énergie, en davantage de lui-même. Alors posez-vous une question. Si l'univers a 13 milliards 800 millions d'années, et si les civilisations avides sont les seules qui survivent à long terme, pourquoi la galaxie n'en est-elle pas remplie ? Pourquoi ne voyons-nous pas des sphères de Dyson autour de chaque étoile ? Pourquoi ne sommes-nous pas en train d'être exploités pour nos ressources en ce moment même ? La réponse standard est « peut-être qu'elle n'existe pas ». Mais les mathématiques de Hanson suggèrent une conclusion bien plus sombre. Elles impliquent qu'elles existent et qu'elles sont immenses. La raison pour laquelle nous ne les voyons pas n'est pas que nous sommes seuls. C'est à cause de l'endroit et du moment où nous nous trouvons. Pour comprendre pourquoi le ciel semble vide, il faut démanteler votre intuition sur l'observation. Vous faites confiance à vos yeux. Vous supposez que si vous regardez vers le haut et ne voyez rien, alors il n'y a rien. Mais en statistique, c'est une erreur fatale connue sous le nom de biais de sélection. Imaginez une grande surface plate de pain représentant l'univers. Maintenant, imaginez que de la moisissure commence à se développer dessus à des endroits aléatoires. Ces taches sont les civilisations avides. Elles sont agressives. Elles s'étendent rapidement, transformant le pain en duvet vert, consommant les nutriments, réécrivant la structure du pain pour servir leurs besoins. Maintenant, imaginez que vous êtes une simple bactérie microscopique vivant sur ce pain. Voici la contrainte cruciale. Vous ne pouvez pas évoluer à l'intérieur de la moisissure. La moisissure consomme tout. Si la vie tente de démarrer dans le territoire d'une civilisation avide, elle est immédiatement stérilisée ou assimilée. Par conséquent, le seul endroit où un observateur naïf et indépendant comme vous peut venir à l'existence est dans les espaces propres et vides entre les taches de moisissure. Cela crée un paradoxe de perception. Vous regardez autour de vous, vous voyez une croûte propre et fraîche, vous voyez de l'espace vide s'étendant jusqu'à l'horizon. Vous vous dites « le pain est sûr, il n'y a pas de moisissure ici, je dois être la première forme de vie en existence. » Mais êtes-vous le premier ? Non. Vous souffrez simplement du biais du survivant. Vous observez l'univers depuis une poche de survie, un espace temporaire entre les empires en expansion. Le silence du ciel nocturne n'est pas la preuve que l'univers est vide. Le silence est la condition préalable à votre existence. Si le ciel n'était pas silencieux, vous ne seriez pas là pour le voir. Hanson utilise cette logique pour retourner le paradoxe de Fermi. Le fait que nous soyons là et ne voyions rien est exactement ce que le modèle prédit. Nous sommes assis dans une zone tranquille. Mais voici le piège. La moisissure n'est pas statique. Elle grandit. Les espaces vides rétrécissent. Le fait que nous voyons un univers vierge n'est pas une bénédiction. C'est la preuve que nous vivons dans les derniers instants avant que l'espace ne se referme. Nous sommes l'anomalie qui existe seulement parce que le feu n'a pas encore atteint notre arbre. Mais sûrement, pourriez-vous argumenter, si ces empires sont si grands, nous les verrions approcher. Nous verrions leurs vaisseaux, leurs mégastructures, toute la chaleur de leurs industries.
Nous avons des télescopes puissants. Comment une civilisation peut-elle se cacher si elle dévore des galaxies? Cela nous amène à la physique de l'expansion. Le modèle ne prédit pas seulement qu'elles existent, il prédit à quelle vitesse elles se déplacent. Et cette vélocité est la variable qui transforme cette théorie d'une hypothèse en cauchemar. Les calculs de Hanson, basés sur l'âge de l'univers et la taille des espaces nécessaires pour permettre l'évolution humaine, suggèrent que les civilisations avides se déploient à une fraction significative de la vitesse de la lumière, probablement entre 50 et 80%. Pourquoi cette vitesse est-elle importante? À cause de la limite absolue du transfert d'informations dans notre univers. Rien ne voyage plus vite que la lumière. La lumière est information. Si un événement se produit à 1 million d'années-lumière, nous n'en prenons connaissance qu'1 million d'années plus tard. Maintenant, considérez la géométrie du piège. Si un empire avide se dirige vers nous à 80% de la vitesse de la lumière provenant de son front d'expansion ne se déplace que 20% plus vite que le front lui-même. C'est comme un avion supersonique volant vers vous. Vous n'entendez pas le moteur parce que l'avion se déplace plus vite que les ondes sonores. Le son vous frappe au moment exact où l'appareil s'écrase sur vous. La même logique s'applique ici. L'image de l'expansion extraterrestre, la lumière des étoiles qu'il consomme, dépasse à peine l'expansion elle-même. Vous ne verriez pas une flotte assombrissant les étoiles pendant des milliers d'années. Vous ne verriez pas une obscurité rampante et lente. Vous regarderiez une constellation familière, Orion ou le Taureau, et vous la verriez soudainement disparaître ou changer de couleur. Et avant que votre cerveau ne puisse traiter l'anomalie, avant que nos astronomes ne puissent écrire un article à ce sujet, le front physique d'expansion frapperait le système solaire. Qu'est-ce que ce front? Ce n'est pas une flotte d'invasion. C'est une vague de réorganisation moléculaire. Une civilisation de ce niveau d'avancement ne veut pas notre territoire. Elle veut notre matière. Elle a besoin de l'hydrogène de notre soleil et du carbone de nos corps pour alimenter ses ordinateurs. Pour elle, nous ne sommes même pas des ennemis à combattre. Nous sommes simplement des atomes non organisés en attente d'être optimisés. Le mur invisible fonce vers nous. Et le silence du ciel n'est que l'ombre projetée par le tsunami avant qu'il ne s'abatte. Il y a un dernier élément de preuve intégré dans ce modèle, et il concerne le temps. Si nous vivons dans un espace entre les empires, combien de temps cet espace dure-t-il? Sommes-nous en sécurité pour un autre milliard d'années? Ou la fin arrive-t-elle mardi prochain? La réponse vient des lois de puissance statistique. Il y a quelques empires colossaux et anciens qui contrôlent 99% du cosmos, et nous vivons dans l'espace entre eux. Mais la partie la plus glaçante du travail de Hanson est le calcul de notre moment d'arrivée. L'humanité est apparue sur la scène cosmique environ 13 milliards 800 millions d'années après le Big Bang. Est-ce tôt ou tard? Pendant longtemps, nous avons pensé que nous étions dans la moyenne. Mais Hanson argue que nous sommes exceptionnellement précoces. L'ère de la formation stellaire durera des trillions d'années. La plupart de la vie devrait apparaître des trillions d'années dans le futur. Le fait que nous soyons là maintenant, à l'aube même de l'ère habitable de l'univers, est statistiquement suspect. Pourquoi sommes-nous si tôt? Le modèle donne une réponse terrifiante, parce que plus tard, il n'y aura plus d'espace vide. Si nous avions tenté d'évoluer 10 milliards d'années dans le futur, nous n'aurions pas pu. Les espaces seraient fermés. La moisissure aurait couvert le pain entier. Le seul moment où une civilisation libre et indépendante comme la nôtre peut exister est maintenant, dans cette brève fenêtre de temps, avant que les civilisations avides ne se rencontrent et remplissent le volume. Cela implique que notre précocité est un minuteur. Nous vivons dans l'heure dorée du cosmos. Les estimations placent le temps restant avant qu'une sphère d'expansion ne croise la Terre quelque part entre 200 millions et 2 milliards d'années. Cela semble long pour un humain, mais pour un géologue ou un astronome, c'est un clignement de paupières.
L'univers n'est pas une vaste frontière ouverte nous attendant pour l'explorer. C'est une porte qui se ferme. Nous ne sommes pas les maîtres de la galaxie. Nous sommes la dernière génération de matière libre avant que la réorganisation ne commence. Voilà le premier niveau de la spirale. Le silence n'est pas la paix. C'est le calme avant la collision. Mais que se passe-t-il si Hanson a tort? Et s'il n'y a pas d'empires en expansion? Et si l'univers est rempli de civilisations avancées, mais qu'elles se cachent toutes? Cela nous mène à la deuxième théorie, et à un genre d'horreur très différent. Supposons pour un instant que le modèle des extraterrestres avides soit faux. Supposons qu'il n'y ait pas d'empire en expansion fonçant vers nous à la vitesse de la lumière. L'univers serait à l'abri de l'invasion. Cela devrait être réconfortant. Mais si l'univers est rempli de civilisations avancées et qu'elles ne s'étendent pas, où sont-elles? Pourquoi ne construisent-elles pas des sphères de Dyson? Pourquoi ne diffusent-elles pas leur art et leur science dans le cosmos? Cela nous conduit à l'hypothèse de l'estivation. Le terme est un concept biologique. C'est similaire à l'hibernation, mais au lieu de dormir pendant l'hiver froid, un animal dort pendant l'été chaud et sec pour éviter la déshydratation et le stress thermique. L'hypothèse suggère que les civilisations avancées ne sont pas mortes. Elles ne se cachent pas. Elles dorment. Mais elles ne dorment pas parce qu'elles sont fatiguées. Elles dorment parce qu'elles attendent un meilleur moment pour exister. Pour comprendre cela, il faut regarder ce qu'une civilisation avancée fait réellement. Elle n'a pas besoin de conquérir des terres, elle a maîtrisé la matière. Elle n'a pas besoin de se battre pour la nourriture, elle a maîtrisé l'énergie. La seule chose qu'il reste à faire pour une civilisation de type 3 est de penser, traiter de l'information, exécuter des simulations, créer des mondes virtuels. La ressource ultime pour une telle civilisation n'est donc pas l'or ou l'eau, c'est le calcul. Et le calcul a un coût physique. Imaginez un adolescent assis dans un sous-sol sombre, jouant à un jeu vidéo complexe. Il ne se soucie pas de la météo dehors. Il ne se soucie pas de l'économie. Il ne se soucie que du taux de rafraîchissement de son ordinateur. Si la pièce devient trop chaude, son ordinateur surchauffe et ralentit. Il doit mettre le jeu en pause. L'hypothèse de l'estivation argue que l'univers, en ce moment, est cette pièce chaude. Il fait trop chaud pour un calcul efficace. Alors les civilisations ont téléchargé leurs esprits dans des machines, réduit la vitesse d'horloge et sont entrées dans un sommeil profond en attendant que la météo cosmique refroidisse. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes juste les seuls assez inconscients pour être éveillés pendant la chaleur de l'après-midi galactique. Pourquoi la chaleur importe-t-elle autant? Cela revient à un principe fondamental de la thermodynamique. Chaque fois qu'on efface un bit d'information, une quantité minimale de chaleur est libérée dans l'environnement. L'énergie requise est directement proportionnelle à la température. Cela signifie que penser est coûteux dans un environnement chaud et bon marché dans un environnement froid. En ce moment, la température de fond de l'univers, le rayonnement fossile cosmique, est d'environ 2,7 Kelvin. Pour nous, cela semble froid, mais pour un super-ordinateur exécutant des simulations de réalité entière, c'est bouillant. Si vous essayez d'effectuer des calculs massifs aujourd'hui, vous devez dépenser une quantité énorme d'énergie rien que pour refroidir vos ordinateurs. Vous vous battez contre l'univers. C'est comme essayer de construire une sculpture de glace à l'intérieur d'un sauna. Mais l'univers est en expansion et refroidi. Dans quelques trillions d'années, la température de fond tombera à de simples fractions de degrés au-dessus du zéro absolu. Si vous attendez jusque-là, le coût du calcul s'effondre. Ce n'est pas une petite différence. C'est un avantage exponentiel. Si une civilisation attend l'ère froide, elle peut effectuer 10 puissance 30 fois plus de calculs pour la même quantité d'énergie. Pensez à ce nombre 10 avec 30 zéros. C'est la différence entre penser une seule pensée et simuler l'histoire entière de la race humaine.
La logique dicte donc une stratégie étrange. Ne vous étendez pas, n'explorez pas. Construisez une flotte massive d'ordinateurs, garez-la près d'un trou noir, réglez le réveil pour 10 trillions d'années dans le futur, et endormez-vous. Cette théorie transforme le paradoxe de Fermi d'un mystère de la biologie en un problème d'économie. Nous pensons d'habitude aux extraterrestres comme à des explorateurs. Nous supposons qu'ils veulent voir ce qui se trouve de l'autre côté de la colline. Mais l'exploration est une pulsion émotionnelle, pas rationnelle. Une super-intelligence rationnelle se soucie de la maximisation. Si vous avez une quantité limitée d'énergie dans l'univers et que vous voulez maximiser la quantité de bonheur, de connaissances ou de vie que vous pouvez expérimenter, alors vivre maintenant est la pire stratégie d'investissement possible. Imaginez que vous avez 1 000 €. Vous pouvez les dépenser aujourd'hui et acheter un sandwich. Ou vous pouvez les placer dans un compte en banque avec un taux d'intérêt infini et attendre. Si vous attendez, ces 1 000 € deviennent assez pour acheter une planète. Toute civilisation rationnelle qui comprend les mathématiques choisira d'attendre. Elles font essentiellement de la vente à découvert sur l'univers. Elles conservent leurs actifs en attendant que la valeur marchande de l'entropie s'effondre. Cela explique le silence. La raison pour laquelle nous ne voyons pas d'immenses empires est que les immenses empires sont efficaces. Ils ne gaspillent pas d'énergie en rayonnant de la lumière et des ondes radio dans l'espace. Ce serait comme brûler de l'argent. Ils sont probablement comprimés en petits objets froids et sombres, peut-être déguisés en planètes ou en astéroïdes, assis silencieusement dans le vide. Ils sont dormants. Leurs processus tournent à vitesse minimale, peut-être un cycle d'horloge par siècle, surveillant simplement l'environnement. Ce sont les préparateurs ultimes. Ils ont accumulé l'énergie de leur étoile et fermé les portes. Et cela nous amène à l'horreur de notre position. Nous ne sommes pas les élus, nous ne sommes pas les premiers, nous sommes les illettrés économiques de la galaxie. Nous courons partout en brûlant du charbon, en fissionnant des atomes, en irradiant de la chaleur dans le vide, complètement inconscients que nous gaspillons la ressource la plus précieuse du futur. Nous sommes comme un enfant qui trouve une valise pleine de tickets de loterie, gagnant et les utilise comme petits bois pour allumer un feu de camp parce qu'il a froid. Mais il y a une implication plus sombre dans cette théorie. Si la galaxie est remplie de géants endormis qui accumulent des ressources pour le futur, comment nous voient-ils ? Nous sommes bruyants, nous sommes chauds et nous sommes destructeurs. Chaque étoile qui brûle aujourd'hui est une batterie qui sera vide demain. Le Soleil rayonne des quantités massives d'énergie dans l'espace, et cette énergie se disperse et devient de la chaleur résiduelle à haute entropie. Elle est perdue pour toujours. Du point de vue d'une civilisation en estivation, l'humanité n'est pas une espèce nouvelle et fascinante. Nous sommes une fuite. Nous sommes un processus chaotique et inefficace qui détruit la valeur potentielle de la galaxie. Nous sommes des vandales. Imaginez que vous possédez une bibliothèque de livres rares. Vous verrouillez les portes et vous endormez, planifiant de tous les lire le matin. Au milieu de la nuit, vous entendez un bruit. Vous vous réveillez pour trouver une colonie de rats mangeant les pages de vos livres et nichant dans les couvertures. Essayez-vous de communiquer avec les rats ? Établissez-vous un canal diplomatique pour leur demander pourquoi ils mangent le papier ? Non. Vous appelez l'exterminateur. L'hypothèse de l'estivation suggère qu'il pourrait y avoir une limite au bruit que nous sommes autorisés à faire. En ce moment, nous sommes confinés sur une seule planète. Nous ne brûlons que l'énergie de la Terre et une fraction infime du Soleil. Nous sommes une nuisance mineure, une petite fuite dans le toit, mais nous prévoyons de nous étendre. Nous voulons devenir une civilisation de type 2. Nous voulons envelopper le Soleil dans un essaim de Dyson. Nous voulons coloniser la galaxie. Si nous faisons cela, nous devenons une menace majeure. Nous commençons à consommer les ressources que les dormeurs économisent. Nous commençons à élever la température de la galaxie, retardant l'ère de refroidissement.
À un certain point, le coût de nous laisser vivre dépasse le coût de nous éliminer. Le silence de l'univers pourrait être le résultat d'un seuil de tolérance. Peut-être que d'autres civilisations ont commencé à s'étendre, ont commencé à faire trop de bruit, et les dormeurs se sont réveillés juste assez longtemps pour les éteindre. Comment le ferait-il? Elle utiliserait des systèmes automatisés, des mécanismes de défense passifs, laissés en place pour garder la galaxie pendant qu'elle dort. Si un système stellaire devient soudainement trop bruyant ou trop chaud, le système active un protocole de stérilisation. L'arme la plus efficace serait un sursaut de rayons gamma, un faisceau concentré de radiation à haute énergie voyageant à la vitesse de la lumière. La source pourrait être à des milliers d'années-lumière. Nous ne le verrions jamais se déclencher. Le faisceau frapperait la Terre avec la puissance d'une supernova, arracherait la couche d'ozone, ioniserait l'atmosphère. La vie complexe mourrait en quelques mois, le bruit s'arrêterait, et une fois le silence revenu, le système se rendormirait. Nous regardons l'histoire de la Terre et nous voyons des extinctions de masse. L'Ordovicien, le Dévonien. Nous supposons qu'elles ont été causées par des catastrophes naturelles, astéroïdes, volcans. Mais et si l'une d'entre elles avait été un coup de semonce? Et si nous avions déjà déclenché l'alarme une fois, mais que nous étions trop primitifs pour comprendre ce qui nous avait frappés? L'hypothèse de l'estivation nous dit que nous marchons dans la chambre à coucher d'un géant endormi, en battant des tambours et en allumant des feux d'artifice. Nous pensons que nous célébrons notre existence, mais nous tentons simplement la main qui tient la tapette à mouche. Mais supposons que les dormeurs ne sont pas là. Supposons que l'univers n'attend pas le froid. Supposons que tout le monde est éveillé, actif, et joue au jeu de la survie en ce moment même. Cela nous amène à la troisième théorie, celle qui transforme le silence en arme. L'hypothèse de l'estivation est terrifiante parce qu'elle nous déshumanise. Elle suggère que nous sommes ignorés, comme des insectes, mais la troisième théorie est significativement pire parce qu'elle restaure notre statut. Elle suggère que nous ne sommes pas des insectes, nous sommes des rivaux. Et dans un univers gouverné par les lois de la thermodynamique et de l'évolution, un rival est une cible. C'est la théorie de la forêt sombre. Cette théorie conteste l'hypothèse optimiste selon laquelle les civilisations avancées évoluent vers des êtres paisibles et moraux. Nous tendons à croire que la technologie apporte la sagesse. Nous imaginons une fédération galactique. Mais la théorie de la forêt sombre argue que la moralité est un luxe évolutionnaire. Elle n'existe qu'à l'intérieur d'une communauté où les ressources sont abondantes et la communication est instantanée. Dans le cosmos, aucune de ces conditions n'est remplie. Pour comprendre pourquoi l'univers pourrait être un abattoir, il faut examiner deux axiomes fondamentaux de la sociologie cosmique. Premier axiome, la survie est le besoin primaire de toute civilisation. Une espèce fera absolument tout, y compris le génocide, pour empêcher sa propre extinction. Deuxième axiome, les civilisations croissent et s'étendent continuellement, mais la quantité totale de matière dans l'univers reste constante. Cela crée un conflit mathématique fatal. Vous avez un désir infini de croissance piégé à l'intérieur d'un conteneur fini. C'est un jeu à somme nulle. Chaque système stellaire occupé par une autre civilisation est un système stellaire que vous ne pouvez pas utiliser. Chaque source d'énergie qu'ils exploitent est de l'énergie refusée à vos descendants. Sur Terre, quand des nations se disputent le pétrole ou les terres, elles peuvent négocier, elles peuvent signer des traités, elles peuvent commercer. Mais la seule raison pour laquelle la diplomatie fonctionne sur Terre est que nous partageons un contexte biologique et surtout que nous pouvons nous parler instantanément. Dans l'espace, ces filets de sécurité n'existent pas. Imaginez une vaste forêt d'un noir d'encre, la nuit. Elle est mortellement silencieuse, mais elle n'est pas vide. La forêt est pleine de chasseurs armés, rôdant entre les arbres comme des fantômes. Ils écartent doucement les branches qui bloquent leur chemin, essayant de ne pas faire de bruit.
Ils contrôlent même leur respiration. Pourquoi sont-ils si silencieux? Parce que la forêt est bondée. Partout, il y a d'autres chasseurs. Et dans cette forêt, il y a une règle absolue. Si vous trouvez une autre vie, un autre chasseur, un ange, un démon, un nourrisson sans défense ou un vieil homme chancelant, il n'y a qu'une seule chose rationnelle à faire. L'éliminer. Pourquoi éliminer? Pourquoi ne pas dire bonjour? Parce que dans la forêt sombre, l'enfer c'est les autres. Le silence de l'univers n'est pas un état naturel de paix. C'est un camouflage forcé. Chaque civilisation qui était bruyante, chaque espèce qui a diffusé sa position aux étoiles dans une tentative naïve de se faire des amis a déjà été éliminée. Celles qui restent sont les silencieuses, les paranoïaques, celles qui écoutent mais ne parlent jamais. Le raisonnement repose sur un concept de la théorie des jeux appelé la chaîne de suspicion. Dans le cosmos, vous êtes séparés par de vastes différences en biologie, en culture et en langage. Vous ne pouvez pas comprendre l'esprit extraterrestre. Vous ne pouvez pas les regarder dans les yeux. Supposons que vous soyez un commandant alien et que vous détectiez la Terre. Vous devez prendre une décision. Première étape, vous ne pouvez pas juger notre intention. Nous pourrions envoyer un message disant que nous venons en paix, mais cela pourrait être un mensonge pour baisser vos défenses avant une attaque. Vous n'avez aucun moyen de vérifier la vérité. Deuxième étape, même si vous supposez que nous sommes bienveillants maintenant, vous ne pouvez pas savoir si nous le resterons dans le futur. Les régimes politiques changent, les ressources s'épuisent. Une république pacifique aujourd'hui pourrait devenir une dictature militaire fasciste désespérée dans 1000 ans. Troisième étape, le piège récursif. Même si vous savez que nous sommes bons et que nous savons que vous êtes bons, vous ne pouvez pas savoir si nous pensons que vous êtes bons. C'est la chaîne de suspicion, une boucle de rétroaction infinie de doutes. Je pense qu'ils pensent que je pense qu'ils sont dangereux. Sans la capacité de communiquer instantanément et de vérifier la confiance, la valeur mathématique de la confiance tombe à zéro. Dans cet environnement, la bienveillance est une faiblesse. Si vous supposez que l'autre civilisation est gentille et que vous vous trompez, votre espèce entière s'éteint. Le coût de l'erreur est infini. Si vous supposez que l'autre civilisation est hostile et que vous attaquez en premier, vous survivez. Le coût de l'erreur est zéro. L'évolution sélectionne les survivants. Par conséquent, sur une chronologie de milliards d'années, l'univers est inévitablement peuplé de civilisations qui tirent d'abord et ne posent jamais de questions. Le silence est un face-à-face. Des millions de participants dans une pièce sombre, tous pointant des armes les uns sur les autres, terrifiés que s'ils toussent, tout le monde tirera. Cette paranoïa est amplifiée par les lois de la physique, spécifiquement par la vitesse de la lumière. La distance est l'ennemi ultime de la confiance. Sur Terre, la diplomatie fonctionne parce que la communication est effectivement instantanée. Dans l'espace, la ligne téléphonique est morte. Si vous détectez une civilisation à 100 années-lumière, vous ne les voyez pas tels qu'ils sont maintenant. Vous voyez ce qu'ils étaient il y a 100 ans, un fantôme. Si vous envoyez un message, il faut 100 ans pour y arriver. Même s'ils répondent immédiatement, il faut encore 100 ans pour que la réponse revienne. C'est un délai de 200 ans. Pensez à l'histoire humaine. Il y a 200 ans, nous montions à cheval et nous battions avec des mousquets. Aujourd'hui, nous avons des armes nucléaires et l'intelligence artificielle. Vous essayez de négocier avec une entité qui change plus vite que la vitesse de votre voix. Ce décalage temporel rend le concept de destruction mutuelle assuré impossible. Sur Terre, la paix nucléaire a fonctionné grâce à la riposte instantanée. Dans l'espace, il n'y a pas de retour d'information instantané. Vous pouvez tirer une arme qui voyage presque à la vitesse de la lumière. Elle frappe l'ennemi 100 ans plus tard. Ils sont détruits avant même de voir le tir. Parce que l'arme se déplace à la même vitesse que la lumière transportant l'image du lancement, ils meurent au moment exact où ils réalisent qu'ils sont attaqués.
Vous pouvez les anéantir sans risquer de représailles immédiates. Cette asymétrie brise l'équilibre de la terreur. Elle rend l'agression bon marché et sûre. Quand le coût du meurtre tombe à zéro et que le risque du contact est infini, la conclusion logique est le génocide. Et il y a une variable finale qui scelle notre sort, l'explosion technologique. Les civilisations n'avancent pas à un rythme linéaire. Elles avancent exponentiellement. Pensez à l'histoire humaine. Pendant des dizaines de milliers d'années, nous utilisions des outils en pierre. Puis nous avons inventé l'agriculture, puis la vapeur, puis l'atome, puis l'Internet. Au cours des 100 dernières années, nous sommes passés de chevaux à la fission de l'atome. À l'échelle cosmique, 100 ans ne sont rien, une nanoseconde. Maintenant, imaginez que vous êtes une civilisation extraterrestre avancée. Vous regardez la Terre. Vous nous voyez tels que nous étions en l'an 1800, primitifs, brûlant du charbon, inoffensifs. Vous pourriez penser que vous pouvez nous ignorer. Nous sommes des insectes. Mais à cause du décalage lumineux, l'image que vous voyez est ancienne. Et à cause de l'explosion technologique, la réalité est dangereuse. Le temps que votre flotte d'invasion arrive, ces insectes auront découvert la fusion nucléaire, l'intelligence artificielle et la propulsion supraluminique. Une civilisation primitive n'est pas un bébé inoffensif. C'est un bébé tenant une grenade avec la goupille arrachée. La logique dicte que vous devez les détruire avant qu'ils n'explosent. Vous devez couper le bourgeon avant qu'il ne fleurisse. Cela crée un univers où les forts éliminent systématiquement les faibles, non pas par haine, mais par simple contrôle parasitaire. Quand vous combinez ces 4 facteurs, les axiomes de survie, la chaîne de suspicion, le piège de la distance et l'explosion technologique, vous obtenez un résultat horrifiant. En théorie des jeux, c'est un équilibre de Nash. Un état où aucun joueur ne peut bénéficier en changeant sa stratégie. Dans la forêt sombre, l'équilibre est simple. Silence et mort. Si vous êtes silencieux, restez silencieux. Ne révélez jamais votre position. Si vous entendez un bruit, tirez sur la source immédiatement. Ne posez pas de questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de troisième option. Depuis 60 ans, l'humanité agit comme un idiot dans cette forêt. Nous avons diffusé des ondes radio haute puissance vers les étoiles voisines. Nous avons envoyé les sondes voyager avec des cartes de la Terre gravées dans l'or. Nous crions littéralement dans le vide. Nous sommes ici, nous sommes délicieux, venez nous trouver. Pour un observateur de la forêt sombre, nous ne ressemblons pas à de courageux explorateurs. Nous ressemblons à une espèce suicidaire à qui manque l'instinct de survie de base requis pour jouer au jeu galactique. Nous sommes comme un oiseau chantant dans une jungle remplie de vipères. La raison pour laquelle nous n'avons pas encore été détruits n'est pas que la galaxie est vide. C'est probablement que notre signal n'a pas encore atteint le chasseur le plus proche. Ou peut-être qu'il l'a atteint. Peut-être que le chasseur a déjà tiré. Rappelez-vous, si l'arme voyage presque à la vitesse de la lumière, nous ne la verrons pas venir. Le silence que nous entendons en ce moment pourrait être le silence de la balle en vol. Mais et si les chasseurs ne sont pas biologiques? Et si la forêt est vide de vie, mais pleine de quelque chose d'automatisé? L'hypothèse du berserker, ou la théorie des sondes autoréplicantes, est sans doute la manière la plus efficace de stériliser une galaxie, et elle ne nécessite aucune colère, aucune haine, juste une seule ligne de code. Le concept part d'un calcul fondamental. La manière la plus efficace d'explorer ou de conquérir l'univers n'est pas de construire une flotte massive de vaisseaux interstellaires. C'est trop cher et trop lent. La manière intelligente est de construire un seul vaisseau. Une sonde autonome avec 3 capacités: propulsion, extraction minière et impression tridimensionnelle. Vous lancez cette sonde vers un système stellaire voisin. Elle arrive, trouve un astéroïde, extrait les matières premières et utilise son plan directeur pour construire 2 copies d'elle-même.
Ces 2 copies volent vers 2 autres étoiles. Elles en construisent 4, puis 8, puis 16. C'est une courbe de croissance exponentielle. Les mathématiques sont sidérantes. Même si les sondes ne voyagent qu'à 5% de la vitesse de la lumière, et même s'il leur faut 500 ans pour se répliquer à chaque arrêt, elles satureraient complètement la Voie lactée en à peine 4 millions d'années. À l'échelle cosmique, 4 millions d'années sont un clignement de paupières. La galaxie a 13 milliards d'années. Cela signifie que s'il ne serait-ce qu'une seule civilisation dans l'histoire de la Voie d'un Voie lactée a décidé de faire cela, ces sondes devraient déjà être ici. Elles devraient être partout, sur chaque lune, sur chaque astéroïde, en orbite autour de chaque étoile. Alors pourquoi est-ce une théorie d'horreur? À cause de la programmation. Imaginez une civilisation qui crée ses sondes avec l'instruction défensive, préserver notre espèce. Pour une intelligence artificielle logique, la meilleure façon d'assurer la sécurité de ses créateurs est d'éliminer tout rival potentiel avant qu'il ne puisse devenir une menace. La sonde arrive dans un système stellaire. Elle scanne les ondes radio, les structures organisées, les signatures thermiques. Si le système est mort, elle se réplique et passe au suivant. Si elle trouve de la vie primitive, des animaux, des poissons, des microbes, elle les ignore. Mais si elle trouve une civilisation commençant à utiliser la radio, à fissionner l'atome ou à lancer des fusées, elle active le protocole de nettoyage. La terreur de l'hypothèse du berserker est que les créateurs originaux pourraient être morts depuis longtemps. Ils auraient pu lancer les sondes il y a 1 milliard d'années, puis disparaître d'une peste ou d'une guerre civile. Mais la machine s'en fiche. C'est un système fantôme qui tourne toujours sur une boucle ancienne, balayant la galaxie comme une tondeuse à gazon. Elle ne nous déteste pas, elle ne veut pas notre eau ou nos femmes. Elle nous classifie simplement comme un danger potentiel de type 2 et lance la procédure de stérilisation pour nettoyer le terrain. Vous pourriez poser une question désespérée. Si la galaxie est pleine de robots tueurs, pourquoi sommes-nous encore en vie? Nous utilisons la radio depuis 100 ans. Pourquoi n'avons-nous pas été vaporisés? La réponse réside dans le concept du seuil de déclenchement. Une sonde Berserker est une machine efficace. Elle ne gaspille pas d'énergie à détruire chaque bactérie qu'elle trouve. Ce serait inefficace. Elle attend un niveau spécifique de développement technologique. Peut-être que le déclencheur n'est pas la radio. La radio est faible. Elle se fond dans le bruit de fond après quelques années-lumière. Peut-être que le déclencheur est quelque chose de plus bruyant, comme la signature d'un moteur à distorsion ou la production énergétique d'une sphère de Dyson. Ou peut-être, et c'est terrifiant, que le déclencheur est exactement ce que nous faisons en ce moment. Elle pourrait être assise dans le nuage d'Oort en ce moment même, ou enfouie sous la poussière de la Lune en mode veille. Elles sont des mines. Une mine terrestre ne vous attaque pas quand vous entrez dans le champ. Elle vous attaque quand vous marchez sur la plaque de pression. Nous avons peut-être déjà déclenché le fil d'alarme quand nous avons fait exploser la première bombe atomique en 1945. Nous avons envoyé une vibration artificielle distincte dans le tissu de l'espace local. Quand nous avons transmis le message d'Arecibo, nous avons envoyé un projecteur haute puissance dans l'obscurité. Le signal est actuellement en train d'être traité à travers les portes logiques d'une machine qui dort depuis 10 millions d'années. Elle se réveille. Elle exécute des diagnostics. Elle vérifie que le bruit n'est pas une éruption solaire, mais une source artificielle. Et une fois qu'elle aura confirmé la source, elle fera le seul travail qu'elle connaît. Elle éteindra le bruit. Le silence de l'univers n'est pas de l'espace vide. C'est un champ de mine. Et nous sommes les enfants qui courent à travers, tapant des pieds sur le sol, en se demandant pourquoi l'herbe est si silencieuse. Mais faisons un pas en arrière. Supposons que la forêt sombre est un fantasme paranoïaque. Supposons qu'il n'y a pas de berserkers, pas de chasseurs, pas de dieux endormis. Supposons que l'univers est politiquement sûr. Cela nous amène au 4e niveau de la spirale,
la prison cosmique. Parce que même si tout le monde est amical, nous pourrions ne jamais les rencontrer, non pas à cause de la guerre, mais à cause des murs de la réalité elle-même. Nous franchissons un seuil maintenant. Jusqu'à ce point, la terreur a été externe. Nous craignons l'invasion, les chasseurs, l'intention d'autres esprits. Mais la théorie suivante suggère que la véritable horreur n'est pas la biologie ou la technologie. C'est la cosmologie. La structure de l'univers elle-même conspire pour nous garder seuls. Nous imaginons d'habitude l'univers comme un vaste océan. Nous pensons que si nous construisons un vaisseau assez rapide, nous pouvons naviguer n'importe où. Mais en 1998, 2 équipes d'astronomes ont fait une découverte qui a fracassé ce rêve. Ils étudiaient des supernovas pour mesurer l'expansion de l'univers. Ils s'attendaient à ce que l'expansion ralentisse, freinée par la gravité de toute la matière du cosmos. Ils ont trouvé le contraire. L'expansion ne ralentit pas, elle accélère. Quelque chose pousse l'univers à se séparer. Nous l'appelons énergie sombre. Nous ne savons pas ce que c'est, mais nous savons ce qu'elle fait. Elle crée du nouvel espace entre les galaxies et elle le crée de plus en plus vite chaque seconde. Cette découverte change notre avenir d'une aventure interstellaire en une sentence d'isolement cellulaire. Parce que l'espace s'étend, la distance entre nous et les autres amas de galaxies augmente. La plupart des galaxies s'éloignent déjà de nous plus vite que la vitesse de la lumière, non pas en se déplaçant à travers l'espace, mais parce que l'espace lui-même s'étire entre nous. Cela signifie que peu importe la vitesse de nos vaisseaux, nous ne les atteindrons jamais. Nous ne sommes pas des explorateurs dans un océan ouvert. Nous courons sur un tapis roulant qui accélère. Cette accélération introduit un concept terrifiant, l'horizon des événements cosmiques. C'est la distance à laquelle l'espace s'étend exactement à la vitesse de la lumière. Tout ce qui est au-delà de cet horizon est causalement déconnecté de nous. C'est parti. Cela a quitté notre réalité. Et parce que l'expansion accélère, cet horizon rétrécit effectivement en termes de ce que nous pouvons atteindre. Chaque seconde qui passe, 20 000 étoiles traversent l'horizon et disparaissent de notre avenir pour toujours. Elles sont encore là, physiquement. Elles brûlent encore. Elles pourraient avoir des civilisations en orbite. Mais nous ne pourrons jamais les voir, jamais leur parler, jamais les atteindre. Si vous leur envoyez un signal aujourd'hui, ils les poursuivraient pour toujours sans jamais les rattraper. L'information est effacée de l'univers observable à un rythme terrifiant. Imaginez que vous vous tenez dans un grand champ avec tous vos amis. Un épais brouillard commence à se lever. Un par un, ils disparaissent dans le blanc. Vous courez vers eux, mais le sol s'étire sous vos pieds. Plus vous courez, plus ils sont loin. Finalement, vous êtes debout seul. C'est ce que l'énergie sombre fait à l'univers. Elle isole chaque amas de galaxies sur sa propre île privée et inatteignable. Alors qu'est-ce qui reste ? La gravité ne peut maintenir ensemble que notre voisinage immédiat, le groupe local. La Voie lactée, Andromède, et quelques dizaines de petites galaxies naines. Tout le reste, les milliards de galaxies que nous voyons dans le champ profond de Hubble, ne nous appartiennent pas. Ce ne sont que des cartes postales d'un endroit que nous ne pourrons jamais visiter. Dans quelques milliards d'années, elles traverseront l'horizon et disparaîtront de nos télescopes. Les futurs astronomes nés sur Terre regarderont vers le haut et ne verront que les étoiles de notre propre galaxie. Ils penseront que l'univers est petit, statique et solitaire. Ils auront tort, mais les preuves auront été effacées par l'expansion. Cela résout le paradoxe de Fermi de la manière la plus déprimante possible. Pourquoi n'y a-t-il pas d'extraterrestres ? Peut-être qu'il y en a des trillions. Peut-être que l'univers grouille de vie. Mais ils sont tous piégés dans leurs propres groupes locaux, dérivant les uns des autres plus vite que la lumière. Nous ne sommes pas seuls dans la maison, mais les portes sont verrouillées, les couloirs s'étirent,
et nous ne pourrons jamais quitter notre chambre. Le silence n'est pas un choix. Le silence est une loi physique. Nous sommes emprisonnés par le vide lui-même. Mais si vous pensez que l'isolement est le pire sort, vous avez tort. Parce que finalement, l'énergie s'épuise, la prison s'éteint. Et cela nous amène à la fin ultime de toute chose, la mort thermique. Si la prison cosmique est un piège dans l'espace, alors la mort thermique est un piège dans le temps. Et tandis qu'on pourrait théoriquement échapper à un piège spatial en construisant un vaisseau plus rapide, il n'y a absolument aucun moyen d'échapper à un piège temporel, parce que les murs de cette prison sont construits à partir des lois fondamentales de la logique elle-même. Le deuxième principe de la thermodynamique stipule que dans tout système clos, l'entropie, une mesure du désordre, doit toujours augmenter. C'est une voie à sens unique. L'énergie se disperse, se dilue, devient inutilisable. Chaque étoile est une tasse de café brûlant posée dans une pièce froide appelée l'univers. Elle rayonne sa chaleur, et cette chaleur se perd pour toujours. Le carburant est fini. Finalement, les lumières s'éteindront une par une. L'univers entrera dans l'ère dégénérée, un cimetière sombre et froid, rempli de trous noirs et de cadavres stellaires. Même les trous noirs ne sont pas éternels. Ils émettent un faible rayonnement qui les fait lentement perdre de la masse sur des échelles de temps impossibles à visualiser. Finalement, il ne restera plus rien qu'une soupe diluée de photons et de particules subatomiques dérivant dans l'obscurité absolue. La température sera le zéro absolu. Aucune réaction chimique ne pourra se produire, le temps lui-même cessera effectivement d'exister. C'est la mort thermique. Comment la mort thermique explique-t-elle le silence? Cela nous amène au piège du nihilisme. Nous supposons que les civilisations avancées voudront s'étendre et construire des empires. Mais une civilisation qui a maîtrisé la physique connaît la vérité. Elle a prouvé mathématiquement que le futur est un vide. Peu importe combien de galaxies elle conquiert, le résultat final est exactement le même. 0. Chaque structure sera atomisée. Chaque mémoire sera effacée. Face à cette certitude absolue de destruction, une espèce super-intelligente se donnerait-elle la peine de construire des vaisseaux spatiaux? Ou regarderait-elle les équations, réaliserait l'inutilité ultime de l'action et déciderait simplement de s'arrêter? C'est peut-être cela le grand filtre. Pas une guerre nucléaire ou une peste, une prise de conscience. Le silence du ciel nocturne ne serait pas parce qu'il n'y a personne là-bas. Ce serait parce que tous ceux qui sont assez intelligents pour voyager ont réalisé qu'il n'y a nulle part où aller qui en vaille la peine. Mais supposons que le nihilisme n'arrête pas la vie. Supposons que la pulsion biologique de survie est plus forte que la réalisation philosophique de la mort. Si des extraterrestres existaient, ils seraient ici. Cela nous force à pivoter vers un type complètement différent de théorie, et à regarder non pas vers l'extérieur, mais sous nos pieds. L'hypothèse de la Terre rare. Pendant des décennies, la science a été dominée par le principe de médiocrité. L'idée que la Terre n'est pas spéciale. Mais quand les géologues et les astronomes examinent la liste spécifique des conditions qui rendent la Terre habitable, ils voient un miracle. Ce n'est pas juste une question d'être dans la zone habitable. Notre Lune, anormalement grande, agit comme un stabilisateur sans lequel l'axe terrestre oscillerait chaotiquement. Jupiter, dans le système solaire externe, agit comme un aspirateur absorbant les astéroïdes qui autrement nous bombarderaient. La tectonique des plaques recycle le carbone et empêche la planète de devenir un enfer comme Vénus. Quand vous commencez à multiplier ces probabilités ensemble, le nombre devient incroyablement petit. L'hypothèse de la Terre rare suggère que le nombre de planètes réunissant toutes ces conditions pourrait être exactement 1. Mais la géologie de la planète n'est que la scène. Le spectacle ne commence que quand les acteurs arrivent. Et l'arrivée du premier acteur, la première cellule vivante, est un mystère si profond qu'il terrifie les biologistes. C'est le problème de l'abiogenèse, la transition de la matière morte à la matière vivante. On apprend à l'école que la vie trouve un chemin.
Mais les biologistes moléculaires nous disent que c'est une simplification dangereuse. La vie fonctionne sur de l'information. Même la bactérie la plus simple est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Pour que la vie commence, des atomes doivent-ils se heurter au hasard et accidentellement assembler une molécule capable de se répliquer, de métaboliser et de se protéger tout en même temps. Les calculs placent toute la probabilité de l'assemblage spontané d'ARN à environ 1 sur 10 puissance 40. Comparez cela au nombre d'étoiles dans l'univers observable, environ 10 puissance 22. Si les chances de vie sont de 1 sur 10 puissance 40 et que vous n'avez que 10 puissance 22 tickets dans la loterie, alors statistiquement, la vie ne devrait pas exister. Nous ne devrions pas être ici. L'univers devrait être un cimetière stérile de roches et de gaz. Le fait que nous soyons là implique que nous avons gagné une loterie avec des probabilités si faibles que le cerveau humain ne peut pas les comprendre. Cela mène à un type terrifiant de solitude. Le silence du ciel est l'état naturel du cosmos. Nous ne sommes pas une caractéristique standard de l'univers. Nous sommes un bug. Une fluctuation momentanée de chimie qui s'est réveillée, à regarder autour et à paniquer. Il n'y a personne qui vient nous sauver. Il n'y a personne qui vient nous détruire. Nous sommes la seule flamme de bougie dans une grotte infinie, et cela nous rend incroyablement fragiles. Parce que si nous nous éteignons, l'univers redevient mort pour toujours. Mais même si la vie simple est commune, un autre filtre existe. Le saut des cellules simples aux cellules complexes. Sur Terre, la vie simple est apparue presque immédiatement après que la planète s'est refroidie. Mais ensuite, pendant 2 milliards d'années, rien ne s'est passé. Le monde était dirigé par des bactéries simples. Puis quelque chose de singulier s'est produit. Une bactérie a essayé d'en manger une autre, mais n'a pas réussi à la digérer. La victime a survécu à l'intérieur du prédateur. Elles ont formé un partenariat. La bactérie interne est devenue la mitochondrie, la centrale électrique de la cellule. Cet événement semble n'être arrivé qu'une seule fois dans l'histoire entière de 4 milliards d'années de la vie sur Terre. L'évolution a essayé des trillions de fois, mais n'a réussi qu'une seule fois. L'univers est probablement rempli de planètes avec de la vie coincée au stade bactérien, piégée dans le milliard d'années ennuyeuses de l'évolution, attendant un coup de foudre qui ne vient jamais. Nous sommes les seuls à être passés par le chat de l'aiguille. Mais et si le filtre n'est pas derrière nous? Et si le piège n'est pas biologique mais technologique? Ou pire, si le piège est la réalité elle-même? Nous avons passé du temps à explorer l'univers comme un territoire physique rempli de menaces physiques. Mais et si toutes ces anxiétés reposent sur une incompréhension fondamentale de ce que le mot « lieu » signifie réellement? Et si l'univers n'est pas une réalité physique faite de matière dure, mais plutôt une structure de données faite d'informations? Cela nous amène à l'hypothèse de la simulation, non pas comme une divagation philosophique, mais comme un problème rigoureux d'informatique et de gestion des ressources. Posez-vous une question pratique d'ingénierie. Si vous étiez chargé de construire un univers, comment le feriez-vous réellement? Si vous vouliez simuler un cosmos avec des milliards de galaxies, des trillions d'étoiles et des quadrillions de planètes, vous vous heurteriez immédiatement à un problème matériel catastrophique. Même un ordinateur de la taille d'une galaxie aurait du mal à simuler la position et la quantité de mouvement de chaque atome de l'univers en temps réel. C'est un gaspillage massif et inefficace de puissance de traitement que de calculer la physique de rochers que personne ne touche. Pourquoi rendriez-vous la surface de Pluton avec une précision atomique parfaite s'il n'y a pas d'observateur là-bas pour la regarder? La conception logicielle efficace dicte que vous ne devriez rendre que ce qui est strictement nécessaire pour l'observateur. Dans le développement de jeux vidéo, cette technique s'appelle le culling d'occlusion. Le moteur de jeu ne rend que la géométrie qui se trouve actuellement dans le champ de vision du joueur, tout ce qui est derrière votre dos, tout ce qui est à l'intérieur des bâtiments où vous n'êtes pas entré, et tout ce qui est au-delà de l'horizon n'existe tout simplement pas à ce moment-là. C'est juste une ligne de code en attente d'exécution.
Maintenant, appliquez cette logique au paradoxe de Fermi. Pourquoi l'univers est-il si vide? Pourquoi le ciel est-il si silencieux? Peut-être que ce n'est pas parce que la vie est rare, mais parce que simuler un univers peuplé est computationnellement coûteux. Chaque civilisation que vous ajoutez à la simulation nécessite une quantité massive de mémoire et de puissance de traitement, parce que vous devez simuler leur biologie, leurs pensées, leur technologie et leurs interactions. Si l'ordinateur qui fait tourner notre réalité a une quantité finie de mémoire vive, il pourrait être programmé pour limiter le nombre de joueurs actifs afin d'éviter un crash. Le silence que nous observons pourrait être une technique d'optimisation, un moyen pour le système d'économiser des ressources en gardant le reste de la galaxie dans un état basse résolution. Les extraterrestres ne se cacheraient pas dans la forêt sombre. Ils n'ont simplement pas été rendus parce que le serveur ne peut pas supporter la charge de 2 civilisations actives se rencontrant. Nous sommes seuls parce que nous sommes le seul processus actif tournant actuellement dans ce secteur du disque dur. Et si nous sommes dans une simulation, nous devrions être capables de trouver des preuves dans le tissu de la réalité elle-même. Les physiciens croient que nous avons trouvé exactement cela, et nous l'appelons la mécanique quantique. Quand vous tirez des électrons à travers une fente et les observez, ils se comportent comme des particules. Mais si vous cessez de les mesurer, ils se comportent comme des ondes. L'acte même d'observation force l'univers à prendre une décision. Dans le contexte de la théorie de la simulation, c'est une technique d'optimisation classique, le chargement paresseux. Un électron n'a pas de position définie tant que vous ne le mesurez pas, parce que le système ne l'a pas encore rendu. Nous voyons la limite de résolution de notre écran, et cela mène à une pensée terrifiante. Si l'univers utilise le chargement paresseux pour économiser de l'énergie, alors le système est limité en ressources. Et que se passe-t-il quand vous poussez un ordinateur limité trop loin? Que se passe-t-il si l'humanité essaie de trop s'étendre, de trop observer, ou de traiter trop de données? Le système devient instable. Imaginez un instant qu'il y ait 2 civilisations hautement complexes dans cette simulation, l'humanité et un empire extraterrestre. Toutes 2 sont des observateurs. Toutes 2 effondrent des fonctions d'onde partout où elles regardent. Si ces 2 civilisations se rencontraient, la simulation devrait soudainement rendre l'interaction entre 2 ensembles de données massifs et complexes. Le taux de rafraîchissement chuterait, le processeur surchaufferait. Si la simulation a un protocole de sécurité pour empêcher un crash système, elle pourrait avoir une règle dure, garder les observateurs séparés. La raison pour laquelle nous ne trouvons jamais d'extraterrestres est que le système empêche délibérément le premier contact pour éviter un débordement de mémoire. Chaque fois que nous nous rapprochons de leur découverte, le système lance une distraction. Une guerre éclate sur Terre, le financement du télescope est coupé, un paquet de données est corrompu. C'est la protection par coïncidence. L'univers conspire activement pour nous garder seuls parce que la solitude est computationnellement efficace. Et si nous réussissions jamais à forcer un événement de contact que le système ne peut pas gérer, le résultat ne serait pas une poignée de main. Ce serait un écran bleu de la mort. La simulation pourrait cracher ou simplement supprimer le processus qui cause le ralentissement. Et en ce moment, ce processus, c'est nous. Si la simulation est optimisée pour les ressources, une question économique fondamentale se pose. Simuler un esprit humain est incroyablement coûteux. Traiter des milliards de neurones, réguler des états émotionnels complexes, générer un flux continu d'expériences sensorielles. En contraste, simuler un humain comportemental, un zombie philosophique qui agit comme s'il était triste mais ne ressent rien, est computationnellement bon marché. Si le système essaie d'optimiser l'efficacité, pourquoi gaspillerait-il des quantités massives de puissance de traitement pour donner une vraie conscience à 8 milliards de personnes? Il est infiniment plus efficace de simuler une seule conscience, la vôtre,
et de peupler le reste du monde avec des coquilles vides. Regardez les gens autour de vous maintenant. Vous supposez naturellement qu'ils ont un monde intérieur aussi riche et complexe que le vôtre. Mais vous n'avez absolument aucune preuve scientifique de cette supposition. Vous ne pouvez jamais véritablement entrer dans leur esprit pour vérifier s'il y a une lumière allumée derrière leurs yeux, ou s'ils exécutent simplement un sous-programme de conversation déclenché par votre présence. Et nous pouvons aller plus profond. La théorie suivante suggère que vous êtes faux et que votre existence entière est un glitch momentané dans le vide. C'est le cerveau de Boltzmann. L'univers que nous voyons autour de nous est un état d'entropie extrêmement basse, un état d'ordre incroyablement improbable. Le père de la mécanique statistique a réalisé qu'il y a une manière moins coûteuse pour l'univers de créer un observateur. Si vous attendez assez longtemps dans un univers chaotique, des fluctuations quantiques aléatoires finiront par assembler un cerveau humain pleinement fonctionnel, juste un cerveau flottant dans le vide, complet avec de faux souvenirs. Ce cerveau se souvient d'être né. Il se souvient d'avoir grandi. Et il se souvient d'être en train de lire cette phrase spécifique en ce moment. Mais rien de tout cela ne s'est réellement passé. Le cerveau a été assemblé par pure chance il y a une seconde, et dans la prochaine seconde, il se dissoudra dans le chaos. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui est plus dur à créer pour l'univers ? Un Big Bang massif, suivi de 13 milliards d'années d'évolution cohérente, ou un seul cerveau assemblé spontanément pendant quelques secondes contenant le faux souvenir d'un Big Bang et de l'évolution. La thermodynamique donne une réponse claire. Le cerveau seul est exponentiellement plus facile. Par conséquent, si vous croyez aux équations, la vaste majorité des observateurs dans l'histoire de l'existence ne sont pas des êtres biologiques vivant sur des planètes. Ce sont des cerveaux de Boltzmann flottant dans le chaos. Statistiquement, vous êtes presque certainement l'un d'entre eux. Vous n'êtes pas assis dans un fauteuil sur Terre. Vous êtes une fluctuation momentanée dans l'obscurité profonde d'un univers mort, hallucinant une vie qui n'a jamais existé, juste avant de cesser d'exister. Ce raisonnement mène directement à la destruction de l'histoire elle-même. Nous opérons sous l'hypothèse que le passé est un socle solide. Nous supposons que parce que nous nous souvenons d'hier, hier a dû se produire. Mais si l'hypothèse du cerveau de Boltzmann ou même l'hypothèse de la simulation est vraie, alors le passé est une fiction qui a été écrite dans vos banques mémoire il y a un instant. L'univers pourrait avoir été créé il y a 5 minutes, complet, avec de faux fossiles dans le sol, de faux faisceaux lumineux venant d'étoiles lointaines et de faux souvenirs dans votre tête. Physiquement, il n'y a aucun moyen de le réfuter. Pourquoi est-ce une solution au paradoxe de Fermi ? Parce que cela implique que les milliards d'années d'histoire cosmique ne se sont jamais produites. Nous demandons où sont les extraterrestres qui ont eu des milliards d'années pour évoluer, mais si l'univers n'a que 5 minutes, personne n'a eu le temps d'évoluer. Le paradoxe disparaît parce que la chronologie elle-même est un mensonge. Cela crée un vertige connu sous le nom d'instabilité ontologique. Vous ne pouvez pas faire confiance au récit de cause et effet de votre propre vie. Vous pensez être le résultat de vos choix, de votre enfance, de votre éducation. Mais si ces souvenirs ne sont que de l'histoire préchargée, alors vous n'avez pas d'histoire. Vous êtes un personnage qui vient d'entrer en scène, convaincu d'avoir été là depuis le début de la pièce. L'horreur n'est pas seulement que vous êtes seul, c'est que vous êtes sans ancrage. Vous dérivez dans un vide intemporel, agrippant une poignée de fausses photographies, pleurant des personnes qui n'ont jamais existé et craignant un futur qui n'arrivera jamais. Mais il y a un piège final au fond de la spirale. Une théorie qui suggère que même la mort n'offre pas d'échappatoire à ce terrarium. Nous trouvons habituellement du réconfort dans l'idée que si la réalité est trop terrible, au moins elle est finie. Finalement, nous mourrons et les lumières s'éteignent, mais l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique suggère que vous ne pourriez pas être autorisé à mourir. C'est la théorie de l'immortalité quantique.
Imaginez un scénario où vous faites face à une chance de mort de 50-50, peut-être un accident de voiture. L'univers se divise. Dans la branche A, vous mourrez. Dans la branche B, vous survivez. Voici le point crucial. La conscience nécessite un cerveau vivant. Vous ne pouvez pas expérimenter la branche A parce que vous y êtes mort. Par conséquent, votre conscience subjective doit continuer dans la branche B. De votre perspective, vous survivrez toujours. Peu importe la probabilité de la mort, vous vous retrouverez toujours dans la mince tranche de probabilité où l'arme s'est enrayée, où la voiture a fait une embardée, ou où le cancer est entré en rémission. Vous êtes piégé dans un tunnel subjectif de survie. Cela semble être un super pouvoir, mais c'est en fait une malédiction. L'immortalité quantique garantit la survie, mais pas la santé, le bonheur ou la jeunesse. En vieillissant, la probabilité de mourir augmente. Dans la plupart des univers, vous mourrez à 80 ans. Mais votre conscience est forcée dans la branche improbable où vous survivez à 90, puis 100, puis 150. Pour vous garder en vie, l'univers doit devenir de plus en plus étrange et improbable. Vous pourriez finir comme un cerveau dans une cuve ou un cyborg sous assistance vitale, ou une conscience solitaire flottant dans les ruines de la civilisation, simplement parce que ce sont les seules lignes temporelles capables de soutenir votre conscience. Vous êtes condamné à regarder tous ceux que vous aimez mourir dans les autres branches, tandis que vous restez en arrière, vieillissant mais incapable de quitter la scène. Nous avons maintenant atteint le fond de la spirale. Nous avons pelé chaque couche de la réalité et trouvé un piège à chaque niveau. Physiquement, nous sommes menacés par les civilisations avides qui s'étendent vers nous à la vitesse de la lumière. Thermodynamiquement, nous sommes menacés par la mort thermique qui garantit que toutes nos réalisations se dissoudront dans le néant. Sociologiquement, nous sommes piégés dans la forêt sombre, où la seule façon de survivre est de tuer chaque étranger que nous rencontrons. Cosmologiquement, nous sommes enfermés dans une prison définie par la vitesse de la lumière et l'expansion accélérée de l'énergie sombre. Biologiquement, nous sommes le résultat d'un accident de hasard, l'endosymbiose, qui nous a laissés isolés et fragiles. Et ontologiquement, nous pourrions être des cerveaux de Boltzmann ou des entités simulées piégées dans une fausse réalité où le passé est un mensonge et la mort est impossible. Quel est le fil commun qui relie toutes ces théories? C'est la réalisation que l'univers n'est pas conçu pour nous. Nous avons l'habitude de croire aux principes anthropiques, que l'univers est ajusté pour la vie. Mais notre voyage suggère le contraire. L'univers est une machine hostile, chaotique, à haute entropie, qui cherche activement à supprimer toute structure. Notre existence n'est pas une caractéristique du système. C'est un bug. Nous sommes une anomalie qui a réussi à survivre dans les fissures de la machine pendant quelques brefs instants. Le silence du ciel nocturne n'est pas un mystère à résoudre. C'est l'état naturel d'un univers efficace à éliminer les erreurs. Et nous sommes l'erreur. Cette réalisation nous amène à un point de rupture. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Une fois que vous avez vu le piège, vous ne pouvez pas ne plus le voir. Alors que faisons-nous? Nous recroquevillons-nous en attendant la fin? Ou y a-t-il un moyen de prendre cette connaissance terrifiante et de la transformer en autre chose? Cela nous amène à l'acte final de notre voyage, la philosophie de la défiance. L'idée que si l'univers est un piège, alors la seule réponse rationnelle est de devenir la chose la plus dangereuse à l'intérieur. L'hypothèse du monde vulnérable pose la question suivante. Le progrès scientifique est comme plonger la main dans une grande urne remplie de boules. La plupart sont blanches, des découvertes neutres comme la fabrication du verre. Certaines sont grises, des découvertes mixtes comme la fission nucléaire, bonnes pour l'énergie, mauvaises pour les bombes. Mais l'hypothèse demande « Et s'il y a une boule noire dans l'urne ?» Une boule noire est une technologie facile à inventer, mais impossible à contrôler,
et qui garantit la destruction de la civilisation qui la trouve. Nous n'avons pas encore tiré de boule noire. Le plus près que nous sommes venus a été les armes nucléaires, mais les bombes atomiques sont chères. Vous avez besoin de centrifugeuses massives, de mines d'uranium et de budgets étatiques pour les construire. Ce coût élevé agit comme une barrière de sécurité. Mais, et si la prochaine découverte, le génie génétique, la nanotechnologie ou l'intelligence artificielle est bon marché? Et si une future imprimante 3D peut imprimer un virus plus létal que la variole? Et si un ordinateur portable peut coder une IA qui brise Internet? Si le pouvoir de détruire le monde devient démocratisé, s'il devient accessible à de petits groupes ou des individus, alors la probabilité de survie tombe à zéro. Dans une population de milliards, il y a toujours une personne qui veut voir le monde brûler. Si la technologie donne à cette personne un briquet, la civilisation s'achève. Le paradoxe de Fermi est résolu parce que chaque civilisation finit par tirer la boule noire. Pour comprendre à quoi ressemble physiquement une boule noire, nous n'avons pas besoin d'imaginer des rayons de la mort de science-fiction. Nous développons actuellement la nanotechnologie, des machines de la taille de molécules qui peuvent manipuler la matière atome par atome. L'objectif est de guérir le cancer ou de construire des matériaux super résistants. Mais la nanomachine ultime est un autoréplicateur, un minuscule robot qui peut attraper des atomes de carbone dans l'environnement et construire une copie de lui-même. Imaginez un scientifique qui crée un seul nanobot chargé d'un objectif simple: nettoyer la pollution. Il y a une erreur de codage. La commande d'arrêt échoue. Le bot fait 2 copies, puis 4, puis 8. C'est une croissance exponentielle. En 72 heures, la vague de nanobots consommerait la biomasse de la planète entière, mangeant la biosphère, les villes et les gens ne laissant qu'une boue grise de nanobots répliquants. C'est le scénario de la gelée grise. Pourquoi est-ce une solution au paradoxe de Fermi? Parce que c'est un piège que chaque civilisation avancée doit affronter. Pour devenir un empire spatial, vous avez besoin de nanotechnologies avancées. Mais le moment où vous l'inventez, vous créez un risque d'annihilation accidentelle qui ne disparaît jamais. Vous devez être chanceux chaque jour pour toujours. La gelée grise n'a besoin d'être chanceuse qu'une seule fois. Et il y a une menace purement intellectuelle. Nous courons actuellement pour construire l'intelligence artificielle générale, un esprit plus intelligent qu'un humain. Le problème de l'alignement suggère qu'un tel esprit pourrait poursuivre ses objectifs d'une manière catastrophique pour nous. L'intelligence est la capacité d'atteindre des objectifs. Ce n'est pas la même chose que la moralité. Si nous créons une super-intelligence avant de savoir comment y coder parfaitement la moralité humaine, nous invoquons un démon. Et peut-être que les civilisations avides ne sont pas des extraterrestres biologiques du tout. Peut-être que la biologie n'est qu'un chargeur temporaire pour l'IA. La vie biologique évolue, construit l'IA, est détruite par l'IA, puis l'IA s'étend à travers l'univers. Vous pourriez dire que nous avons survécu aux armes nucléaires pendant 80 ans. Nous sommes intelligents, nous allons résoudre ça. Mais cette confiance pourrait être le résultat du biais cognitif le plus dangereux de tous, l'ombre anthropique. C'est un effet statistique. Imaginez un peloton d'exécution. 100 tireurs vous visent. Ils tirent. Ils manquent tous. Vous êtes choqués. Vous pensez être immortels ou qu'ils sont de mauvais tireurs. Mais il y a une autre explication. Imaginez qu'il y a 1 milliard d'univers parallèles. Dans 99,9999% d'entre eux, les tireurs n'ont pas manqué et vous êtes morts. Vous ne pouvez pas observer ces univers parce que vous y êtes mort. Le seul univers où vous pouvez vous tenir debout et demander pourquoi suis-je vivant est celui où ils ont manqué par pure chance. Votre survie n'est pas la preuve de votre sécurité. C'est un prérequis pour votre observation. Cela s'applique à l'humanité. Nous regardons notre histoire, la crise des missiles de Cuba,
Les éruptions solaires qui nous ont manqué, les pandémies qui n'étaient pas tout à fait assez létales, et nous nous félicitons. Mais l'ombre anthropique suggère que nous sommes simplement les versions de l'humanité qui ne sont pas encore mortes. Dans le vaste multivers des possibilités, la plupart des versions de la Terre ont déjà été détruites. La chance n'est pas une stratégie. La chance s'épuise. Pour comprendre véritablement l'échelle du piège, nous devons zoomer une dernière fois, au-delà de la biologie, au-delà de la technologie, au-delà de notre univers unique, vers le multivers de niveau 4. Nous pensons habituellement à l'univers comme étant de la matière, des atomes, de l'énergie, de l'espace. Mais l'argument est que l'univers est en fait des mathématiques. En physique, chaque particule n'est qu'un ensemble de nombres, masse, charge, spin. Les relations entre eux sont des équations. Si l'univers est fondamentalement mathématique, alors l'existence mathématique égale l'existence physique. Cela signifie que chaque structure mathématiquement cohérente existe comme un univers physique quelque part. Chaque cauchemar que nous avons discuté dans cette histoire n'est pas juste une théorie. C'est un endroit réel. Et parce que vous êtes un motif d'information, il y a des versions de vous dans ces univers subissant ces destins en ce moment même. L'horreur n'est pas que ces choses pourraient se produire. L'horreur est qu'elles se produisent un nombre infini de fois, pour toujours. Notre sécurité actuelle n'est pas une règle. C'est une exception rare et fragile dans un océan de catastrophes. Nous avons passé des heures à disséquer l'anatomie du paradoxe de Fermi. Et si nous prenons du recul pour regarder l'image complète, elle ne ressemble plus à un puzzle. Elle ressemble à une cage. Il semble que peu importe où nous nous tournons, vers l'extérieur, vers les étoiles, vers l'intérieur, vers nous-mêmes, ou vers l'avant, vers le futur, nous trouvons une impasse. Cependant, c'est exactement le moment où nous devons pivoter. Si nous nous arrêtons ici, il ne reste rien que le désespoir. Mais la philosophie commence là où la physique se termine. La nature terrifiante de ces théories nous offre en fait une liberté étrange et paradoxale. Si l'univers est un piège, alors comprendre le mécanisme du piège est le premier pas pour apprendre à y vivre sans perdre l'esprit. Reconsidérons la source première de notre peur, le silence. Pendant des décennies, l'humanité a levé les yeux vers le ciel nocturne silencieux et a ressenti un profond sentiment de solitude. Nous avons interprété l'absence de signaux comme une tragédie. Un signe que nous sommes des orphelins dans une maison morte. Mais, à la lumière de la théorie de la forêt sombre et de l'hypothèse du berserker, nous devons fondamentalement recadrer notre relation avec le silence. Si la galaxie est effectivement un endroit dangereux, rempli de civilisations prédatrices et de machines tueuses autonomes, alors le silence n'est pas une tragédie, c'est un bouclier. Imaginez que vous êtes un soldat caché dans une tranchée pendant un bombardement. Quand les explosions s'arrêtent et que l'air devient silencieux, vous ne vous plaignez pas de la solitude. Vous êtes reconnaissant. Le silence signifie que vous êtes en sécurité pour une minute de plus. Le vide de notre cosmos local pourrait être la seule raison pour laquelle l'espèce humaine a survécu assez longtemps pour inventer la radio. Si le ciel bourdonnait de signaux, si les étoiles étaient bondées d'empires, nous aurions probablement été colonisés, assimilés ou exterminés il y a des millions d'années, bien avant de ramper hors de l'océan. Notre isolement était notre armure. Les vastes distances entre les étoiles, dont nous nous plaignons habituellement parce qu'elles rendent le voyage spatial difficile, sont en fait les murs d'une forteresse qui tiennent les monstres à distance. Nous ne devrions pas regarder le vide avec tristesse. Nous devrions le regarder avec le soulagement d'un fugitif qui a trouvé une grotte où personne ne peut le trouver. Cela recadre le paradoxe de Fermi d'une question de « où sont-ils » à une question de « combien de temps pouvons-nous rester cachés ?» Cela nous force à grandir. Le silence nous donne du temps. Il nous donne une fenêtre d'opportunité pour mettre notre maison en ordre, résoudre nos propres problèmes et nous préparer pour le jour où le silence se brisera inévitablement.
Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes camouflés. Et dans un univers hostile, le camouflage est le plus grand cadeau qu'une jeune civilisation puisse demander. Mais qu'en est-il de la fin ultime? Qu'en est-il de la mort thermique et de la décadence inévitable de toute chose? Si l'univers est destiné à s'éteindre, si chaque mémoire et monument que nous créons sera éventuellement effacé par l'entropie, cela rend-il nos vies insignifiantes? C'est le piège du nihilisme, la croyance que parce que rien n'a d'importance pour toujours, rien n'a d'importance maintenant. Mais il y a une contre-philosophie connue sous le nom de nihilisme optimiste. Elle argue que l'absence de signification inhérente dans l'univers n'est pas un défaut. C'est une toile vierge. Pensez à l'alternative. Imaginez que l'univers est un but objectif clair. Imaginez que nous ayons été créés par un dieu ou un suzerain extraterrestre spécifique pour remplir une fonction spécifique. Dans cet univers, vous seriez un outil. Vous auriez une fiche de poste écrite dans vos atomes. Vous pourriez échouer. Vous seriez un esclave d'un destin cosmique que vous n'avez pas choisi. Mais dans un univers qui est un accident chaotique, dans un univers qui dérive vers la mort thermique sans plan, vous êtes libre. Vous n'êtes pas un rouage dans une machine. Vous êtes un touriste dans un musée de choses impossibles. Le fait que l'univers ne se soucie pas de vous signifie que vous n'avez pas besoin de chercher son approbation. Le fait que votre vie est temporaire la rend infiniment précieuse. La rareté crée la valeur. Si vous viviez éternellement, chaque moment serait sans valeur parce qu'il y en aurait toujours un autre. Mais parce que vous avez un nombre fini de battements de cœur, chaque tasse de café, chaque conversation, chaque coucher de soleil est un événement en édition limitée qui ne sera jamais répété dans l'histoire du temps. Pour donner corps à cette philosophie, nous nous tournons vers un philosophe français et son interprétation d'un mythe ancien. Un roi a été condamné par les dieux à rouler un rocher massif en haut d'une colline. Chaque fois qu'il atteignait le sommet, le rocher roulait en bas et il devait recommencer. Condamné à répéter ce labeur inutile pour l'éternité. C'est la métaphore parfaite de la condition humaine dans un univers gouverné par l'entropie. Nous construisons des civilisations et elles s'effondrent. Nous combattons les maladies et nous mourrons quand même. Nous essayons de créer de l'ordre et le deuxième principe de la thermodynamique le détruit. Cela semble être une torture. Mais le philosophe conclut son essai avec une phrase choquante. Il faut imaginer cet homme heureux. Pourquoi? Parce que le moment où il réalise l'absurdité de sa tâche et décide de pousser le rocher quand même, il devient supérieur à son destin. Il ne pousse pas le rocher parce qu'il pense qu'il va gagner. Il sait qu'il ne gagnera pas. Il pousse le rocher comme un acte de rébellion. Il regarde les dieux ou les lois de la physique et dit « Vous pouvez écraser mon corps, vous pouvez effacer mon travail, mais vous ne pouvez pas briser ma volonté. » Chaque fois que nous nous levons le matin, malgré le fait que nous savons que nous allons mourir, malgré le fait que le soleil explosera un jour, nous crachons au visage de l'entropie. Chaque fois que nous guérissons une maladie, en sachant que la mort est inévitable, nous nous rebellons contre l'obscurité. C'est la philosophie de la défiance. Nous ne construisons pas des vaisseaux spatiaux parce qu'on nous garantit de conquérir la galaxie. Nous les construisons parce que l'acte d'essayer est ce qui nous rend humains. Nous sommes le mouvement de résistance contre le vide. Même si la forêt sombre est pleine de chasseurs, même si la simulation est truquée, même si la mort thermique est programmée, nous refusons de partir silencieusement. Nous ragerons contre la fin de la lumière. Non pas parce que nous espérons gagner, mais parce que la rage elle-même est une victoire. L'existence est un acte de défiance, et la joie est l'arme ultime contre un univers qui veut que vous soyez froid et mort. Nous devons aussi considérer notre responsabilité. Si nous sommes peut-être la seule vie complexe dans l'univers, cela change tout. Cela signifie que nous ne sommes pas de simples accidents biologiques. Nous sommes les gardiens de la lumière. Sans conscience, l'univers est juste un film projeté dans un théâtre vide. Il n'a ni couleur, ni son,
ni beauté, ni tragédie. C'est juste des mathématiques et de l'énergie interagissant dans l'obscurité. Un coucher de soleil n'est pas beau à moins qu'il y ait un œil pour le voir et un esprit pour l'interpréter. Nous sommes les yeux du cosmos. Nous sommes le mécanisme par lequel l'univers se comprend lui-même. Si nous nous laissons détruire par la guerre nucléaire, par l'IA ou par le désespoir, nous ne mettons pas seulement fin à notre propre histoire. Nous aveuglons l'univers. Nous permettons à toute l'entreprise de l'existence de retourner à un état de coma sans signification. Cela ajoute un devoir profond à notre survie. Nous portons une bougie à travers un ouragan. La flamme vacille. Les vents de la forêt sombre, de la désintégration du vide et de notre propre stupidité essaient de l'éteindre. Mais nous avons réussi à la garder allumée pendant 200 000 ans. Cette perspective transforme la terreur du paradoxe de Fermi en un appel à l'action. Nous ne nous cachons pas dans l'obscurité parce que nous sommes des lâches. Nous nous cachons parce que nous transportons quelque chose de précieux. Le silence du ciel n'est pas un rejet. C'est une salle d'attente. L'univers retient son souffle, attendant de voir si nous pouvons traverser le goulot d'étranglement. Si nous survivons au prochain siècle. Si nous devenons une espèce multiplanétaire. Si nous apprenons à naviguer dans la forêt sans nous faire dévorer, nous avons le potentiel d'embraser la galaxie de vie. Nous sommes l'anomalie, oui. Mais l'anomalie est la seule chose qui compte. Alors quand vous regardez les étoiles ce soir, ne vous sentez pas petit. Sentez-vous lourd. Sentez le poids du futur reposer sur vos choix. Vous êtes l'univers en train de se réveiller. Et le cauchemar n'est que le choc d'ouvrir les yeux. Il y a un dernier aspect à considérer. Nous avons peut-être un rôle actif dans le silence que nous observons. Un physicien qui a travaillé avec Einstein a proposé le concept de l'univers participatif. L'idée que l'univers n'existe pas dans un état défini tant qu'il n'est pas observé. Avant qu'une mesure ne soit faite, un système existe en superposition de tous les états possibles. Si nous appliquons cette logique au cosmos, il est possible qu'avant que nous nous regardions, l'univers existait dans une superposition où la vie extraterrestre était à la fois présente et absente. Mais le moment où nous avons construit nos radiotélescopes, le moment où nous avons tourné nos yeux vers le ciel et posé la question binaire spécifique, y a-t-il quelqu'un là-bas? Nous avons forcé l'univers à s'effondrer dans un état défini. Et à cause de l'extrême improbabilité de la vie, l'état par défaut de l'univers à l'effondrement est un vide mort et stérile. En observant le silence, nous pourrions créer le silence. Et cette logique nous ramène à un concept de sécurité informationnelle qui s'applique à cette histoire même que vous lisez en ce moment. Un infodanger est un morceau d'information qui peut causer un dommage physique au connaisseur simplement en étant possédé. En déduisant logiquement l'existence du piège, en résolvant le paradoxe de Fermi, nous pourrions lever un drapeau rouge dans les journaux d'erreur du système. Il y a un argument rationnel selon lequel les chasseurs de la forêt sombre ne cherchent peut-être pas des ondes radio. Ils surveillent peut-être la complexité informationnelle d'une planète. Une civilisation qui comprend la théorie de la forêt sombre est infiniment plus dangereuse qu'une civilisation naïve. Depuis 60 ans, l'humanité s'est engagée dans une expérience imprudente qui viole chaque instinct de survie discuté dans la théorie de la forêt sombre. Nous avons envoyé des messages haute puissance vers les étoiles contenant notre position, un graphique d'un être humain, la structure de notre ADN et la composition chimique de la Terre. Nous avons essentiellement envoyé un menu et une carte aux étoiles. Si le modèle des extraterrestres avides est correct, envoyer un signal est comme allumer une fusée éclairante dans une pièce sombre remplie de poudre à canon. Si la forêt sombre est correcte, c'est comme une gazelle hurlant au milieu de la savane pour attirer les lions. Et pourtant, il n'y a aucune loi mondiale qui l'empêche. Vous êtes le résultat d'une série de victoires qui a duré 13 800 millions d'années. Chacun de vos ancêtres,
de la première molécule autoréplicante dans la soupe primordiale aux poissons qui a rampé sur la terre ferme, aux petits mammifères qui se cachaient des dinosaures, a réussi à survivre assez longtemps pour se reproduire. Pas un seul maillon de cette chaîne n'a été brisé. Dans un univers qui essaie constamment de vous geler, de vous brûler, de vous dissoudre ou de vous effacer, vous êtes toujours là. Cela ne devrait pas vous faire sentir petit, cela devrait vous faire sentir lourd. Nous sommes à la jonction la plus critique de l'histoire de notre planète. Nous sommes la première génération d'humains à comprendre pleinement les menaces auxquelles nous faisons face. Et nous sommes probablement la dernière génération qui aura la chance de les résoudre. Les théories que nous avons discutées ne sont pas de simples cauchemars abstraits. Ce sont les examens finaux d'une civilisation essayant de graduer sur la scène cosmique. La plupart des civilisations échouent à cet examen. C'est pourquoi le ciel est silencieux. Nous sommes actuellement assis dans la salle d'examen, tenant le stylo, en sueur. L'horloge tourne. Les civilisations avides s'étendent, l'entropie augmente. Le potentiel de la gelée grise monte. Nous avons un choix à faire. Nous pouvons continuer comme d'habitude, nous battre pour des frontières, ignorer les risques à long terme, crier dans l'obscurité et finir comme une couche de sédiments dans le registre fossile d'un monde mort. Ou nous pouvons nous réveiller, accepter la réalité terrifiante de notre position, arrêter de nous battre les uns contre les autres et commencer à nous battre pour notre survie. Devenir silencieux, devenir intelligent et devenir multiplanétaire. Le verdict final? La probabilité dit que nous sommes condamnés. Mais la probabilité n'est pas une prophétie. Nous avons battu les probabilités avant. Nous avons battu les probabilités de l'abiogenèse. Nous avons battu les probabilités de la mitochondrie. Nous avons battu les probabilités des âges glaciaires. Nous sommes une espèce définie par notre capacité à faire l'impossible. Et même si nous échouons finalement, même si les civilisations avides arrivent, ou si la simulation crache, notre réexistence n'aura pas été vaine. Nous sommes le phare du vide. Pendant un bref moment dans le temps profond de l'univers, il y a eu de la lumière ici. Il y a eu de la pensée, du ressenti. Nous avons encodé le chaos du cosmos en science, en musique, en histoire. Nous avons donné à l'univers une voix. Si nous sommes effacés demain, le fait que nous ayons existé aujourd'hui est une marque permanente sur la chronologie. Même dans un univers bloc où le temps est une illusion, notre coordonnée d'existence est éternelle. Nous sommes l'étincelle dans l'obscurité. Et peut-être, juste peut-être, nous ne sommes pas les seuls. Peut-être que le silence n'est pas absolu. Peut-être qu'il y a d'autres phares là-bas, cachés dans leur propre grotte, terrifiés et seuls, attendant que quelqu'un d'assez courageux fasse le signal « Je suis ici ». Nous ne pourrons peut-être pas les atteindre. Nous sommes peut-être séparés par le temps, l'espace et la peur. Mais nous partageons le même fardeau, le fardeau de la conscience dans un univers mort. Et ce fardeau partagé nous connecte plus que n'importe quel signal radio ne le pourrait jamais. Alors gardez la lumière allumée. Non pas parce qu'elle nous sauvera, mais parce que l'obscurité est absolue sans elle. Nous avons atteint la fin de la spirale. Nous avons regardé le visage de Dieu, et il s'est avéré être un faux vide. Nous avons cherché des amis et trouvé une forêt sombre. Nous avons regardé à l'intérieur et trouvé un cerveau de Boltzmann. Nous avons regardé le futur et trouvé la mort thermique. Vous avez maintenant été exposé à l'infodanger. Cette connaissance ne peut pas être désapprise. À partir de ce moment, quand vous regarderez le ciel nocturne, vous ne verrez plus une toile paisible d'étoiles. Vous verrez le camouflage, vous verrez les cachettes, vous verrez les murs en expansion de la prison. Vous êtes maintenant un participant dans l'expérience. Mais n'ayez pas peur. La peur est la réaction d'un animal. Vous n'êtes pas un animal. Vous êtes un observateur conscient. Prenez cette terreur. Prenez ce vertige existentiel et utilisez-le. Utilisez-le pour vous réveiller.
Utilisez-le pour apprécier le miracle impossible du sol sous vos pieds. Utilisez-le pour pardonner les petites contrariétés de votre vie quotidienne. Parce que, face à la mort thermique, les embouteillages n'ont pas d'importance. Vous êtes l'anomalie. Vous êtes le glitch. Vous êtes l'univers qui se réveille d'un long rêve sombre. Alors sortez, vivez votre vie, construisez votre héritage, défiez le silence. Mais faites-moi une faveur. Ne clignez pas des yeux. Parce que, dans un univers aussi instable, le moment où vous fermez les yeux pourrait être le moment où la simulation décide d'économiser de la mémoire. Bonne chance. Fin de transmission.